À la fin de ce tuto, vous allez savoir comment faire une scène en 3D en utilisant CubeJR sur Unreal Engine et vous allez aussi savoir comment utiliser Megascans, c'est-à-dire la plus grande bibliothèque de modèles 3D scannés. Voilà, donc là on arrive sur cette magnifique map qu'on avait vue dans l'épisode précédent. Donc j'espère que vous avez regardé et on voit que le source control fonctionne toujours par rapport à GitHub et il va falloir que je censure ça parce qu'il y a mon nom et prénom qui sont apparus, donc c'est un plaisir. Et donc on arrive là-dedans. Alors la première question c'est comment se déplacer. On a beau appuyer sur Z ou W ou peu importe, on voit que ça fait rien. Donc en fait c'est très simple, on voit ce curseur là et il va falloir faire clic droit et rester appuyé sur clic droit pour bouger la caméra. Et là on peut avancer avec les touches standards du jeu vidéo, c'est-à-dire WASD si vous avez un clavier comme moi ou alors ZQSD si vous avez un clavier français. Donc on arrive là et on voit qu'on peut sélectionner toutes sortes de choses, désélectionner en faisant clic plus contrôle. Et donc voilà. Donc la première chose qu'on remarque ici, c'est qu'il y a déjà une template et c'est écrit là. Donc on va essayer de sélectionner certaines choses et on va regarder ça. Mais d'abord, en fait, j'aimerais faire un petit point sur l'interface utilisateur. Ce qu'on voit au milieu ici, là où il y a mon curseur, ça s'appelle le viewport. C'est important aussi de savoir les noms. Et donc le viewport, il va être super important, c'est ce qui va vraiment nous permettre de développer tout simplement. Donc là on est sur la vue finale du jeu, donc je sais que ici par exemple quand j'appuie ici pour simuler la partie de jeu, c'est à dire que je vais pouvoir jouer à mon jeu pour le tester, voilà, directement dans le moteur, je vais voir exactement la même chose que je suis en train de voir ici dans le viewport. Mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est la seule vue qu'on va utiliser, dans le sens où il y a des vues plus précises pour faire différentes choses, et il y a des vues aussi pour débugger. Par exemple ces vues là, quand je clique ici, je peux avoir différentes perspectives, par exemple le top. Et là, on peut directement voir la géométrie d'une façon bien plus précise et ça va nous être super important et super utile dès le moment où on va vouloir déplacer des choses d'une manière optimale, en quelque sorte. On peut voir aussi le dessous, à droite, bien sûr. Et bon, si vous avez déjà travaillé sur des logiciels 3D de conception, vous connaissez ça, mais sinon, c'est quand même important de montrer. Et on a aussi différents types de vues qui nous seront super utiles pour le débugage. On a la vue unie, par exemple. Donc ça, c'est si on veut travailler sur vraiment les formes et éviter de penser aux réflexions ou à ce genre de choses. La vue wireframe, qui veut dire fil de fer, on voit vraiment tous les edges et tous les trucs des modèles tous les polygones en quelque sorte. On a le detail lighting, donc là ça va vraiment être que les lumières et j'en passe et des meilleurs, il y en a plein, on peut voir aussi les réflexions et toutes sortes de vues intéressantes pour débugger notre jeu. Mais pour l'instant, on verra ça après. Et puis on a aussi ça, mais je ne vais pas l'activer, mais en gros on peut faire l'illumination globale. Et ça c'est utile quand on développe sur des terrains sombres pour que nous on puisse voir quand même. Ici, on peut avoir différentes options. Donc, moi, c'est tout en high, mais je vous conseille de laisser justement ça parce que Epic et Cinématique, c'est vraiment des choses qui prennent énormément de performance et c'est aberrant finalement. Voilà. Donc, donc voilà, et ici vous avez toutes sortes d'outils qu'on verra après, mais si vous avez déjà utilisé 3ds Max, vous reconnaissez par exemple ça ou ce genre de choses, qui vont vous dire quand on fait une rotation, ça le fait par rapport à cet angle-là, ou ça fait de 10 degrés seulement par 10 degrés seulement, voilà, c'est des graduations et toutes sortes de choses comme ça. On voit ici aussi qu'on a un select mode, et donc parce qu'il y a plein de modes qui seront utiles pour faire différentes choses. Donc là on est dans le mode select, donc le mode select ça va être utile pour sélectionner les choses, les poser, les modifier directement ici, etc. Mais il y a d'autres modes intéressants. Le mode modeling, donc ça voilà le nom dit clairement pourquoi c'est. On a le mode landscape qui est vraiment pour faire les montagnes, les collines, etc. On a plusieurs modes, voilà, vraiment, on verra ça plus tard. On a même un mode animation et un mode foliage, donc ça c'est vraiment super. C'est aussi ce qui fait la qualité d'Unreal. On peut faire différentes choses ici, mais ça aussi on verra après. Il y a un mode cinématique. Ici on peut régler les options, comment on veut exécuter notre jeu, parce que c'est grâce à cette option-là, cette partie-là, qu'on va pouvoir simuler notre jeu et qu'on va pouvoir l'essayer. Donc on va faire ça juste là maintenant. Et donc là on peut sélectionner ce qu'on veut faire, pourquoi, quel type d'exécutable on veut simuler. Et juste ici, je vais sélectionner Selected Viewport et ça va me lancer mon jeu comme dans le viewport. Voilà, hop, et vous voyez, ça me lance mon jeu. Donc là c'est une template, donc c'est normal que ce soit un petit peu que ce soit étrange. C'est pas moi qui l'ai fait, hein, c'est la template qu'on avait choisie au début, mais on voit qu'on a déjà une petite matière à travailler. Donc à partir de là, c'est très simple. Si vous appuyez sur F11, vous pouvez mettre en plein écran. Et sinon, vous jouez ça normalement. Et pour arrêter, c'est vous cliquez juste ici. Ou je crois qu'on peut faire échappe. Voilà, échappe, ça marche aussi très bien. Pardon, excusez-moi, je vais juste poser ça là. Et vous pouvez aussi tester de différentes manières. Vous pouvez faire standalone game. Et là, ça va ouvrir une nouvelle fenêtre. Donc là, ça me demande de sauvegarder. Donc je vais sauvegarder. Et on va regarder ça tout de suite. Hop. Voilà, ça me dit qu'il y a un problème, mais c'est normal, parce que j'ai un ordinateur un petit peu vieux. Voilà, donc là par exemple, vous voyez, ça s'est lancé sur une nouvelle fenêtre. Et ça va être utile parce que c'est clairement comme ça que votre jeu va se lancer. Donc pour l'instant, on voit d'ailleurs qu'il n'y a pas d'interface utilisateur, qu'il n'y a vraiment rien qui a été fait parce que c'est vraiment la template. Mais normalement, si je fais ça, il devrait y avoir un menu qui s'ouvre, etc. sur un jeu final. Voilà, Alt F4 pour arrêter, bien sûr.
Très bien, donc on a pu voir ça. Ici, on va directement passer au viewport et ce qu'on peut faire dans le viewport. Donc on peut sélectionner les objets comme on l'a dit. Et donc quand je sélectionne un objet, on voit ici dans l'outliner que l'objet il s'affiche comme sélectionné. Et donc l'outliner, ça va être très simple, c'est là où tous les objets 3D de votre scène se trouvent et tous les objets en général. Il y a aussi des objets de concepts, c'est comme ça que je les appelle. Par exemple ici on a des objets de lumière, des objets qui vont définir la fog, le brouillard, des objets de post-process, excusez-moi, et toutes sortes d'autres choses. Donc ça, c'est pas des modèles 3D et ils apparaissent ici d'ailleurs. Donc peu importe leur location, ils vont pouvoir, ça ne change rien quoi. C'est de toute façon, ça s'applique à toute la map, à tout le jeu. Et donc voilà. Quand je sélectionne quelque chose ici, je peux appuyer sur F et ça me téléporte vers l'objet, peu importe où il est. C'est aussi bon à savoir dès lors que vous quittez la map. Hop, si j'appuie sur F ici, ça me remet. Et un petit aparté sur comment se déplacer aussi. Si vous utilisez la molette de la souris, vous pouvez avancer plus vite ou moins vite. Là par exemple, j'avance vite ou moins vite. Voilà, pour l'outliner c'est bon. Maintenant on a ce qui s'appelle le details. Et donc les details, c'est comme le nom l'indique, c'est les détails de l'objet. Et donc ici, on va pouvoir faire plusieurs choses. Donc pour bouger un objet, en fait, on va pouvoir utiliser espace et ça va nous mettre différentes choses. Donc ça c'est ce qui s'appelle un gizmo. Et avec le gizmo, on va pouvoir, comme vous voyez, bouger. Et on voit que les variables ici de position dans la location bougent aussi en même temps. Donc ça va être super utile. Parce que le gizmo, à ce que vous voyez, il bouge de manière graduée, mais c'est pas très précis. Et donc dès lors qu'on veut, par exemple, imaginons, voilà, on est comme ça, et on peut être plus précis en changeant directement ici, plutôt qu'en utilisant le gizmo, où ça va peut-être des fois, voilà, rentrer dedans comme ça. Et ça c'est super utile aussi pour les travaux de précision, excusez-moi. Voilà. Et ici, on a accès à d'autres informations, notamment le modèle 3D. Donc, si je clique là-dessus, par exemple, je vais pouvoir, si je double-clique, voir mon modèle et ses propriétés ici. Voilà, donc dans un endroit fait exprès. On peut changer les LOD, mais ça, je vous montrerai aussi plus tard, bien plus tard. Ici, on a ce qui s'appelle le matériel. Alors ça va vraiment être la matière qui s'affiche sur votre modèle. Donc, je peux aussi voir comment ça se passe. Alors là, en l'occurrence, c'est un mauvais exemple puisque c'est une instance de matériel. Mais on verra aussi l'outil pour faire des matériaux nous-mêmes. On peut changer la scale. Donc si j'appuie sur espace une fois encore, on a d'autres outils. Là on voit qu'on peut changer la scale. Je peux aussi changer que dans un angle. Je peux changer la rotation. Voilà, ça vous avez compris. On peut changer la scale aussi ici. Et je peux aussi entrer des numéros. Par exemple, je mets 1.4. Vous voyez, je peux faire comme ça. Et donc voilà, plutôt pratique à connaître, j'ai envie de vous dire. Donc en bas de l'écran ici, on a différentes choses. On peut entrer des commandes, ça c'est pour le débogage. Moi j'ai aussi Python parce que je travaillais en Python, mais vous si vous n'avez pas, c'est normal, c'est que vous n'avez pas installé Python, mais c'est pas grave, on va pas l'utiliser. On a le journal de débogage. Donc ça on verra ça après, on verra ça une autre fois. Et donc dans Content Drawer, on a tous nos fichiers finalement. C'est là que tout va se passer. Et c'est là qu'on va directement déposer nos modèles, qu'on va les importer, qu'on va faire toutes ces choses importantes. Et nous, on va voir là comment créer nous-mêmes notre niveau. On va faire un nouveau niveau de jeu. Donc il faut savoir qu'il ne faut pas confondre deux choses très distinctes, c'est-à-dire qu'on a les niveaux et qu'on a le jeu. Et donc par exemple, ça va être c'est un niveau qui est en face de vous sur le viewport, je rappelle le nom, voilà. Et ce niveau-là, il peut y en avoir plusieurs. Donc ça ne va pas être votre jeu. Donc à se souvenir, par exemple, si je vais dans Settings ici, on a le World Settings qui sera les options du niveau et on a le Project Settings qui seront les projets de votre jeu. Et donc voilà, il peut y avoir différentes options par monde. Donc par exemple, on dit que dans ce monde-là, ça se passe comme ça, dans ce monde-là, ça se passe comme ça. Ou alors des options globales en disant dans tout le jeu, ça se passe comme ça. Et donc c'est assez important aussi de le savoir. Et parce qu'il ne faut pas confondre les deux. Donc on arrive ici et on voit qu'il y a différents fichiers qui sont déjà là. Et donc ça c'est super et on verra ça après. C'est parce qu'on a pris la template justement dans l'épisode précédent. Et on va pouvoir créer nous-mêmes notre nouveau fichier. Donc pour ça on a le All et on va aller dans Content. Ici, hein. C'est un gestionnaire de fichiers classique. Et on va faire clic droit et on va pouvoir faire New Folder. Et donc on va l'appeler Level. Et donc on peut aussi changer la couleur. Donc vous allez voir, ça c'est aussi assez important pour se retrouver. Ouais, je vais prendre cette couleur là, mais vous pouvez, si je fais change color, c'est où cette couleur, vous pouvez faire new color et là vous définissez vous-même votre couleur. Donc moi je mets ça en rouge quand c'est les niveaux, puis quand c'est de la programmation je mets ça en bleu, etc. Et ça me permet aussi de me retrouver un petit peu plus rapidement. C'est aussi important de savoir bien organiser ça, quoi. Ensuite ici vous faites clic droit et vous faites level parce que c'est ce qu'on veut créer, donc une map. Et on va l'appeler tutoriel, voilà, parce que je n'ai pas vraiment d'idée. Et on voit ce petit point d'interrogation qui se met parce qu'on n'a pas encore push sur Git comme on l'avait fait l'épisode précédent. Hop, je sauvegarde, je double-clique. Et là, on arrive dans une map du coup qui est toute sombre. Il n'y a rien qui a été mis dessus.
Donc elle est toute nouvelle et c'est de 0 qu'on part du coup. Voilà, donc la première chose qu'on va avoir envie de faire, c'est de créer un ciel. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans l'outil plus ici, Quick Add to the Project. Ça va nous permettre d'ajouter directement des choses au projet comme le nom l'indique. Donc on va aller dans Light et on va commencer par ajouter une Directional Light. C'est-à-dire que c'est une lumière qui va simuler la lumière du soleil, d'accord? Ensuite on retourne encore dans le plus et on va dans Visual Effects et on va ajouter une Sky Atmosphere. Et donc là, on vient de l'ajouter l'atmosphère et ça se voit qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est plus sombre comme avant. On voit qu'il y a un soleil ici. Donc ça, c'est vraiment la lumière. C'est la lumière. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner dans Visual Effects et on va mettre une Exponential Height Fog. Donc là, ça va nous faire l'horizon. Donc nickel. Et il va juste nous manquer les nuages. On va retourner dans Visual Effects et on va mettre Volumetric Cloud. Et voilà, on a tout. On a notre ciel. Donc ce qu'on peut faire pour venir le régler, c'est qu'on peut appuyer sur CTRL et L. Mais juste avant, je vais juste faire un petit aparté. Si vous n'avez pas le ciel, vous allez dans Directional Light et vous cliquez sur Affect World. Vous pouvez aussi chercher ici, voilà, Affect World et vous cliquez ici. Voilà, juste pour être sûr, parce que j'ai envie quand même que ça se passe bien. Ensuite, si on veut modifier le ciel, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut venir faire CTRL et on reste appuyé sur CTRL, CTRL L et on reste appuyé sur CTRL, pardon, je suis un peu confus. Et on peut bouger le curseur de la souris, hein, toujours en restant appuyé sur CTRL. Et vous pouvez à peu près sélectionner ce que vous voulez. Donc on peut aussi tourner, quand on tourne la souris, vous voyez que ça affecte directement le soleil. Et donc ce que je vais venir faire, c'est que je vais le mettre à peu près vers midi, donc tout en haut. Et donc c'est pas hyper précis, il y a des moyens d'être beaucoup plus précis dans l'heure qu'on veut et de faire un résultat plus précis. Mais en général, on va utiliser cette méthode-là qui est très simple. Donc voilà, c'est super. CTRL S pour sauvegarder. Ce qu'on va faire, c'est que maintenant je vais vous présenter CubeGrid ou CubeGR. Alors ça, c'est une super méthode pour créer des formes assez simples sur Unreal qui n'existait pas sur Unreal 4 mais qui a été ajouté avec Unreal 5. Donc c'est aussi un truc à connaître et donc c'est surtout pour vous montrer l'outil Megascans après. Mais on va faire ça. Donc on va aller dans l'outil Modeling ici, donc le Select One, puisqu'on veut arrêter de sélectionner, on veut vraiment commencer à modéliser. Donc on change d'interface. Donc il y a ça qui va s'ouvrir. Ensuite ici on voit le CubeGR. Donc ça va nous permettre de faire des constructions 3D très simples et très entre guillemets carrées, si je peux dire ça comme ça. Un peu comme quand on gribouillait sur les livres d'école où on avait ces espèces de graduations comme ça, les livres de maths, en coloriant un carré sur deux. C'est à peu près la même chose. Donc ce que vous faites, c'est que vous cliquez et vous restez appuyé sur votre clic et là vous pouvez tout simplement créer vos formes comme ça, quoi. Donc c'est très simple. Et ensuite on va venir appuyer sur la touche E ou Q. Ou si vous avez un clavier, un autre clavier que le mien, c'est ce qui est à côté de Z, si vous avez un clavier français. Les deux touches à côté de Z. Donc moi c'est Q et E. Donc si j'appuie sur E, ça ajoute. Si j'appuie sur Q, ça enlève. Voilà, tout simplement. Donc je vais faire un espèce de bac très simple. Hein, juste comme ça, voilà. Et je vais venir faire... ouais, je vais faire un bac. Je vais faire comme ça. Je vais retirer de la matière en appuyant sur Q. Je me dis presque que je peux rendre le bac un peu plus sur la longueur comme ça. Hop, je vais juste refaire ça. Donc vous inquiétez pas hein, si ça apparaît différent. Là on voit que c'est différent. Vous faites vos propres tests. Vous avez le droit de faire la forme que vous voulez. Là comme j'ai dit, j'appuie sur Q et E. J'ai déjà une petite idée de ce que je vais faire. Je vais faire comme dans la présentation de Lumen. Voilà, c'est quelque chose de simple qui vous permettra de voir. Je vais juste faire un bac parce que j'ai envie de tester la lumière pour bien vous montrer comment ça va se passer. Tac tac. Ok. Bon. Je vais aussi faire deux portes ici sur le côté. Donc je vais en mettre une ici. Une fois que ce sera terminé, vous appuyez juste sur Complete. Et donc là, ça va générer la lumière et votre création devient un modèle 3D à part entière. Donc on le voit ici, juste en haut à droite, il y a Cube Grid Tool Output qui s'est mis. Donc je vais retourner en mode Select puisqu'on veut arrêter de modéliser. Et donc là, on a le nom directement du modèle qui s'est mis ici. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut venir le renommer si vous voulez. C'est super important d'avoir des noms. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire Edit. Et ensuite, on peut Rename. Et je vais l'appeler... disons que je vais l'appeler Structure, tout simplement. Structure, voilà. Et donc, maintenant que notre modèle est là, on voit qu'il y a cette espèce de mosaïque qui s'est mis dessus. Et donc ça n'a rien à voir avec la construction. Ça veut simplement dire que votre modèle n'a pas de matière dessus, tout simplement. Donc ce sera la matière que le moteur graphique va mettre par-dessus de base pour vous indiquer justement ce problème-là. Donc ce qu'on va essayer de faire maintenant, c'est ajouter une matière dessus, un matériel, une texture. Et pour ça, je vais vous présenter Megascans. Alors qu'est-ce que c'est que Megascans ? Qu'est-ce que c'est que Quixel? C'est la plus grande bibliothèque de modèles 3D scannés au monde et de matériel et textures scannés au monde. Donc ce qu'on va faire pour vous montrer ça, vous allez dans All Content, dans n'importe quel fichier en fait. Vous allez faire clic droit et vous allez cliquer sur Add Quixel Content.
C'est Quixel Bridge Megascans, le nom complet. Et donc là, normalement, ça va vous demander de vous connecter. Donc vous vous connectez avec votre compte Epic Games, donc le même compte que vous avez utilisé pour Unreal. Et c'est parce que Epic Games, l'entreprise qui fait Unreal, a racheté l'entreprise qui faisait ça. En fait, c'était une entreprise à part entière avant, et ils ont fusionné. Et donc maintenant, vous pouvez tout simplement vous connecter. Donc je vais faire Sign In. Et je vais le faire maintenant. Voilà, bon, moi ça fait tout seul parce que voilà, je l'ai déjà fait tout à l'heure. Hop. Donc ce qu'on va faire, merci à tous. Vous voyez ici que vous avez différentes choses ici. Donc vous avez 3D Assets, 3D Plant, Surface, etc. Donc ça c'est des tags, vous pouvez chercher à peu près ce que vous voulez. Donc si on va dans 3D Assets par exemple, vous allez voir tout un tas de modèles 3D scannés, toutes sortes de roches, etc. Même si je tape Concrete, je vais tomber sur du béton. Et moi c'est ce qui m'intéresse. Je veux trouver un matériel de béton. Et donc là vous voyez en gros, il y en a plein qui s'affichent sur vous. Voilà, donc admettons que celui-là me plaise par exemple, je clique dessus. Et ici, je vais pouvoir sélectionner la qualité dans laquelle je le veux. Par exemple, moi, je vais prendre la medium qualité. Je n'ai pas besoin d'une très grande qualité. Donc ça, c'est en 2000 par 2000 et vous avez jusqu'à 4K, je crois, même 8K. Donc je vais télécharger en medium qualité et je vais pouvoir download ici. Moi, je l'ai déjà fait, mais vous aurez un bouton télécharger. Et là, je peux faire Add et donc je peux l'ajouter au projet. Et donc, quand je clique sur Add, je vais vous montrer où est-ce que ça se situe. Hop, ça va se mettre dans un dossier Megascans, Surface, et vous allez l'avoir juste ici. Votre modèle, voilà, donc on voit ces différentes icônes. On voit qu'ici c'est en 4K, hein, parce que ça s'est mis, enfin en 2K pardon apparemment, je sais pas pourquoi c'est écrit 4K ici. Et on voit ici qu'on a 3 types de textures et qu'on a une instance matérielle qui s'est créée. Donc ça on verra dans d'autres vidéos, mais pour l'instant on va regarder comment appliquer ça. Vous faites simplement un drag and drop sur l'objet que vous voulez faire. Et donc là on voit que la texture, enfin le matériel se répète un peu. Donc c'est pas forcément le résultat qu'on va obtenir. Donc je vais vous apprendre une méthode très simple sur comment quand on crée quelque chose d'assez grossier comme ça, on peut un petit peu modifier la position, la projeter de la texture. Donc si on va ici et qu'on ouvre l'instance matérielle en cliquant 2 fois dessus, on voit qu'ici on a une option Tiling Offset. Donc on clique dessus et là on peut changer le tiling, c'est-à-dire la position enfin la projeter de la texture, du matériel plutôt. Et donc on peut, en changeant cette valeur là avec la souris, on voit que ça affecte directement le monde, hein. Et plus c'est petit, plus le matériel sera grand. Donc si je mets 0,3 ici, 0,3 ici, 0,3 ici par exemple, on voit que ça se répète encore, mais que c'est un peu plus regardable. Et dans tous les cas, je ne veux pas obtenir un résultat parfait parce que je vous apprendrai à avoir un résultat parfait dans d'autres vidéos. Mais pour l'instant, on est vraiment en train de regarder les bases. Et d'ailleurs, on peut voir comment la lumière affecte directement notre terrain, hein, enfin notre structure. Et si on fait CTRL L, on peut encore modifier bien sûr la lumière. Donc si par exemple je mets ça là, moi je suis assez satisfait du résultat. En fait, je vais le mettre comme ça, mais vous voyez que c'est très complet, hein. Voilà, nickel, c'est parfait. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu plus de Megascans. Donc si je reviens sur Content, que je refais clic droit et que je refais Add Quixel Content, on va regarder maintenant les modèles 3D qu'on pourrait rajouter. J'ai envie de créer une espèce de reproduire une scène que j'avais vue sur la présentation de Lumen. Et pour ça, je vais faire Forest et je vais essayer de trouver un terrain un peu forestier qui aurait été scanné. Et je vais juste prendre le tag en plus 3D. Bon, après plus ample recherche, imaginons que moi, ça me plaise. Effectivement, ça me conviendrait parfaitement comme sol. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le télécharger en médium qualité et je vais le faire add. Et donc, ça, c'est quelque chose de la vraie vie, donc qui a été scanné avec des appareils et qui a été remis ensuite, qui a été optimisé pour Unreal. Donc là, on voit que ça se met sur Megascan, c'est qu'on a un dossier 3D Asset qui s'est mis. Et enfin, celui-ci. Hein, on a notre modèle qui s'est mis là. Donc, cette fois-ci, on voit qu'il y a le modèle ici. Et en plus, le matériel et les textures. Donc, c'est super. Pour le modèle, c'est la même chose, vous faites un drag and drop. Et là, on peut changer la position, une fois encore, en appuyant sur espace. Voilà, vous avez votre gizmo qui apparaît. Donc, on va essayer de l'agrandir un peu. Donc, je vais le faire directement avec ici les variables de position pour être plus précis et plus rapide. Par exemple, je vais mettre 1,3 ici, 1,3 ici, 1,3 ici. Mais au final, je vais peut-être même pouvoir le mettre un peu plus grand. Je vais mettre 2 ici, 2 ici, 2 ici. Voilà, donc c'est impeccable, c'est ce que je voulais. Et vous voyez ici aussi que si vous changez de vue comme on l'a vu tout à l'heure, vous mettez en vue wireframe, vous voyez tout de suite la complexité du modèle. Il faut vous dire que ce modèle là par exemple, il est composé de millions de polygones, donc ça fait beaucoup. D'un point de vue juridique, ces modèles 3D, vous pouvez les utiliser dans vos projets, même à titre commercial, si c'est des projets qui utilisent Unreal Engine. Mais vous n'avez pas le droit de les sortir d'Unreal Engine pour les utiliser sur d'autres moteurs de jeu, comme par exemple Unity, ou par exemple Unigine, ou je ne sais quoi, CryEngine. Sauf si vous payez un certain prix. Alors je ne sais plus le prix, j'ignore le prix, mais c'est une question d'abonnement. Et donc il faudra vous renseigner pour ça. Mais si vous l'utilisez pour Unreal, vous pouvez tout à fait le mettre dans vos jeux. Et vous allez même peut-être reconnaître des éléments que vous avez vus dans des jeux vidéo, même à très gros budget. Donc, on voit ici que l'arbre s'est bien mis.
et donc il se met de toute façon à l'échelle. Mais vous pouvez changer l'échelle, elle est très relative de toute façon dans le jeu vidéo, c'est pas trop ce qui nous intéresse. Voilà, super, je vais un peu le baisser. Donc j'utilise encore une fois les variables de position, j'utilise le gizmo directement pour être un peu plus précis. Je vais changer la taille une fois encore avec ça, je vais insérer 1.2, 1.2, 1.2, nickel. Et vous voyez la bibliothèque elle est très remplie, vous avez toutes sortes de styles. Par exemple là si je veux faire un univers un petit peu désertique, je vais pouvoir utiliser celui-là. Je vais pouvoir utiliser différentes choses. Là je vais vraiment utiliser celui-ci parce que c'est le plus... il est parfait. Et vous voyez aussi qu'il y a des collections entières. Donc c'est vraiment très complet. Donc je vais juste télécharger celui-ci. Nickel, voilà. Ce que je peux faire maintenant, ce qu'on peut voir, c'est que quand on va dans le content ici, on voit qu'il y a le starter content. Alors le starter content, c'est exactement ce que je vous ai demandé de garder au début quand on a créé le projet. Et c'est une suite de templates qu'on va pouvoir éditer. Donc si je vais dans matériel, par exemple, vous voyez qu'il y a toutes sortes de matériaux. Ça n'a rien à voir avec Megascan, c'était là de base. Et vous avez toutes sortes de matières que vous pouvez appliquer sur les choses. Et ça va nous être super utile. Par exemple, si je clique sur cette matière-là, on peut voir comment c'est et on va pouvoir s'en inspirer et modifier pour pouvoir faire des choses similaires plus tard. Donc c'est super important. Mais ce qui va nous intéresser là, c'est par exemple Starter Content, on va aller dans les particules. Et je pourrais très bien mettre un feu sur ce feu de camp, mais je le trouve pas très réaliste, le feu, enfin pas très complet, me plaît pas forcément. Il est assez bien et pas pour ce que je veux faire. Donc ce que je vais faire, je vais simplement mettre de la fumée en fait. Je vais mettre de la vapeur, comme ça voilà. Et donc je peux tourner la chose pour dire dans quel sens va le vent, mais ça n'a pas vraiment d'importance. Disons que je vais le mettre ici. Et je vais mettre un petit peu plus dans le sol. Hop, voilà. Tout de suite, ça rajoute un peu de vie dans la scène, de rajouter des particules. Et c'est ce que font les gros éditeurs de jeux en général. Les gros développeurs, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont mettre des oiseaux dans le ciel ou des choses comme ça. De la fumée qui sort des bouches d'égout, etc. Ça rajoute vraiment une dimension de vie. Mais voilà, une fois encore, là c'est vraiment qu'un exemple de ce qu'on peut faire. Et dans les particules qui nous ont directement mis à disposition, il y a aussi de la poussière directement. Donc si je clique là, on va pas beaucoup le voir, mais on peut l'agrandir. Je vais juste l'agrandir un peu. De toute façon, on ne cherche pas, encore une fois, comme je l'ai dit, à faire quelque chose, un résultat très réaliste. Et là, si j'appuie sur F11, on voit qu'on a quand même un résultat déjà sympa, en fait. C'est déjà un bon exemple de ce qu'on peut faire avec Megascans et dans ce qu'on peut ajouter. Et c'est très complet, vous avez toutes sortes de choses. Si je reviens sur la bibliothèque Megascan là maintenant, je vais dans Content, je refais Add Quixel Content ici. Vous tapez Building par exemple. Si vous tapez Building, vous allez voir que vous avez toutes sortes d'éléments pour construire vous-même vos immeubles. Vous pouvez assembler ça, vous voyez, et vous pouvez directement construire des villes comme ça et dans des styles très complexes. Par exemple, si je vais ici, on voit qu'il y a une collection. Vous pouvez construire des villes. Ça, c'est très similaire à l'architecture qu'on peut retrouver un petit peu vers Paris ou des endroits comme ça. C'est très européen et vous pouvez avoir des résultats incroyables comme ça. Vous pouvez choisir la qualité et même faire des, je sais pas moi, des cinématiques, des trucs. Vraiment tester Megascan, c'est super important de connaître. Et voilà. N'hésitez pas, hein, bien sûr, à aller dans File et à aller dans Save All ici. Voilà, super. Et maintenant qu'on a sauvegardé ça, je voulais vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. Et dans la prochaine vidéo, on verra d'autres sujets par rapport à la modélisation et alors comment ça se passe pour importer des modèles, etc. Et on verra un petit peu plus le côté interface. Et dans la prochaine vidéo, d'après la prochaine, on verra des notions comme la programmation et la logique, etc. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous souhaite une très bonne journée.